À 31 ans, tu es toujours célibataire et sans enfant. Tu es une déception, m'a dit mon père en se moquant de moi. Alors, je lui ai dit, à 56 ans, et tu dépends toujours de mon argent. Ça, c'est une déception. Au fait, à partir de maintenant, je ne paierai plus tes factures. Je m'appelle Daniel. J'ai 31 ans et je travaille comme analyste financier dans une société multinationale où je gagne 10 200 $ par mois. C'est un excellent salaire qui me permet de vivre confortablement et qui, depuis 8 ans, a également entièrement subventionné la vie de mes parents. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents Osvaldo et Martha, âgés respectivement de 56 et 54 ans, ont eu une obsession malsaine pour que je fonde une famille. Quand vas-tu nous ramener une petite amie? As-tu déjà quelqu'un de spécial? Tous tes cousins sont déjà mariés. À ton âge, ton père avait déjà des enfants. Chaque conversation finissait par dériver sur mon prétendu échec de ne pas avoir de partenaire ou d'enfant. Peu importait que j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention. Peu importait que j'ai un emploi stable et bien rémunéré. Peu importait que je sois responsable, indépendant et que j'ai réussi ma carrière. La seule chose qui comptait pour eux était mon état civil. Tu es une déception. Mon père me le disait à chaque fois que le sujet était abordé. Un vrai homme a une famille à ton âge. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas te marier quand tu seras vieux? Ma mère n'était pas mieux. J'ai honte de dire à mes amis que mon fils de 31 ans est encore célibataire, se plaignait-elle constamment. Que vont-ils penser? Que quelque chose ne va pas chez toi. Que tu n'es pas capable de trouver une femme? L'ironie de toute cette critique constante était que j'étais le seul soutien financier de cette famille si soucieuse des apparences. Il y a 8 ans, alors que j'avais 23 ans et que je venais de décrocher mon premier emploi sérieux avec un salaire de 5 000 $ par mois, mes parents sont venus me voir avec une crise financière. Mon père avait perdu son emploi de vendeur et ma mère n'avait jamais travaillé officiellement. C'est juste temporaire, m'ont-ils dit. Juste jusqu'à ce que ton père trouve quelque chose. Et comme le fils obéissant que j'avais été programmé à être depuis l'enfance, sentant que je leur devais tout pour m'avoir élevé, j'ai accepté de les aider. J'ai commencé par payer le loyer de leur maison, environ 9 cents $ par mois. Puis les charges, 300 $ de plus. Puis la nourriture et les dépenses de base, environ 600 $ de plus. Au total, je leur donnais 1 800 $ sur mes 3 500 $, me laissant seulement 1 700 $ pour moi. C'est temporaire, je n'arrêtais pas de me dire, mais les mois se sont transformés en années. Mon père n'a jamais trouvé cet emploi stable, ou plutôt, il n'en a jamais vraiment cherché. Pourquoi travailler quand votre fils paie tout? Pendant ce temps, il continuait à me critiquer. Daniel, tu es trop maigre. Aucune femme ne voudra de toi comme ça. Daniel, tu travailles trop. C'est pour ça que tu n'as pas le temps de trouver une partenaire. Daniel, tu es trop difficile. C'est pour ça que tu es encore seul. Au fil des ans, mon salaire a augmenté. À 27 ans, je gagnais 6 500 $ par mois. À 29 ans, 8 500 $. Maintenant, à 31 ans, 10 200 $. Et à chaque augmentation, mes parents attendaient plus de moi. Le loyer est passé à 1 200 $ quand ils ont déménagé dans une maison plus grande parce qu'ils le méritaient après des années de sacrifice. Les charges ont augmenté à 4 cents $ et l'allocation mensuelle à 8 cents $. Au total, je leur donnais maintenant 2 400 $ par mois. Pendant 8 ans, j'avais payé religieusement. Cela faisait 28 800 $ par an. En 8 ans, je leur avais donné 230 400 $, soit près d'un quart de million de dollars pour soutenir 2 adultes tout à fait capables qui avaient simplement décidé que travailler n'était plus nécessaire parce que leur fils subvenait à leurs besoins. Et ma récompense pour ce sacrifice financier constant était la moquerie sur ma vie personnelle. La vérité, c'est que je n'étais pas célibataire parce que j'étais incapable de trouver une partenaire. J'étais célibataire par choix. J'avais eu des relations, certaines sérieuses, mais aucune n'a fonctionné. Et honnêtement, je ne me sentais pas obligé de me marier ou d'avoir des enfants juste parce que c'était le moment. J'appréciais mon indépendance, ma liberté, ma capacité à faire ce que je voulais sans avoir à consulter personne. Mais pour mes parents, c'était incompréhensible. Pour eux, un homme sans famille était un échec, peu importe ce qu'il avait accompli par ailleurs. Il y a 2 semaines, c'était l'anniversaire de ma cousine Valyria. Elle a organisé une grande réunion de famille chez elle, invitant tantes, oncles, cousins,
grands-parents, toute la famille élargie. J'y suis allé parce que Valyria et moi nous sommes toujours bien entendus. J'ai apporté un cadeau généreux et j'étais de bonne humeur. La réunion se passait bien. Nourriture, musique, conversations agréables. Valyria avait magnifiquement décoré sa maison et nous nous amusions tous jusqu'à ce que mon père décide de faire son numéro habituel. Nous étions tous réunis dans le salon après le dîner. Mon cousin Javier avait annoncé que sa femme était enceinte de leur deuxième enfant. Tout le monde a applaudi et félicité le couple. C'était un doux moment en famille. Puis mon père, avec ce sourire que je connaissais trop bien, celui qui précédait un commentaire blessant déguisé en blague, a décidé de prendre la parole. « C'est charmant, Javier », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Un deuxième enfant. Tu vas avoir une belle famille, pas comme mon fils Daniel ici. » La conversation s'est arrêtée. Tout le monde m'a regardé. J'ai senti mon estomac se nouer. Daniel, a poursuivi mon père d'un ton moqueur, à 31 ans, toujours célibataire et sans enfant. Tu es une déception. Regardez-le, assis là, tout seul, sans personne. À son âge, j'avais déjà un fils et je construisais une vraie famille. Certaines personnes ont ri mal à l'aise, d'autres ont regardé le sol. Ma mère a souri et a ajouté son propre commentaire. C'est embarrassant. Honnêtement, tous ses cousins ont des familles maintenant, mais pas Daniel. Daniel est trop occupé à être célibataire. D'autres rirent. À 31 ans, je suis toujours célibataire et sans enfant. Quelle déception je dois être pour vous. Mon père a souri, pensant que j'étais d'accord avec lui. Mais vous savez ce qui est plus décevant? Ai-je poursuivi, ma voix se raffermissant. À 56 ans, tu dépends toujours de l'argent de ton fils célibataire et sans enfant pour survivre. Ça, c'est une vraie déception. Le silence qui est tombé était absolu. Le sourire de mon père a disparu. Ma mère est devenue pâle. Depuis 8 ans, ai-je continué, maintenant que j'avais commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai payé votre loyer, vos charges, votre nourriture, tout. 2400 $ chaque mois, soit un total de plus de 230 000 $ au cours de ces 8 années. Tout cela pendant que vous avez travaillé exactement 0 jour et que vous m'avez critiqué pour ne pas avoir la vie que vous vouliez que j'aie. Daniel, ce n'est pas, a commencé mon père, mais je l'ai interrompu. Non, laissez-moi finir, ai-je dit avec une fermeté que je n'avais jamais utilisée avec eux auparavant. Vous avez passé des années à me dire que j'étais une déception, qu'un vrai homme a une famille, mais un vrai homme travaille aussi pour subvenir aux besoins de sa famille. Un vrai homme ne vit pas comme un parasite de l'argent de son fils tout en l'humiliant publiquement. Ma tante Rosa a eu le souffle coupé. Mon cousin Javier me regardait avec des yeux ronds. Toute la famille était en état de choc absolu. Et maman, me suis-je tourné vers elle. Tu as honte de dire à tes amis que ton fils est célibataire. Leur dis-tu aussi que ce fils célibataire te soutient entièrement? Leur dis-tu que tu n'as pas travaillé un seul jour au cours des 8 dernières années parce que ton fils paie tout? Ma mère a commencé à pleurer. Ce n'est pas juste que tu dises ça devant tout le monde. Pas juste, ai-je répété, incrédule. Mais c'était juste que vous m'humiliez devant tout le monde il y a 2 minutes. C'était juste que vous m'appeliez fils embarrassant. Nous ne faisions que plaisanter, a tenté mon père, sa voix faible. Vous ne plaisantiez pas, ai-je dit. Vous m'avez humilié pendant des années à propos de ma vie personnelle pendant que je payais toutes vos factures. Mais c'est fini maintenant. Que veux-tu dire? A demandé ma mère, sa voix tremblante. Je veux dire, ai-je dit avec une clarté absolue, qu'à partir de ce moment, je ne paierai plus vos factures. Les paiements de loyer sont terminés. Les paiements de charges sont terminés. L'allocation mensuelle est terminée. C'est fini. Tu ne peux pas faire ça, a crié mon père en se levant. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Et je vous ai remboursé pour ça pendant 8 ans, ai-je dit sans perdre mon sang-froid. Plus que remboursé. Maintenant, trouvez du travail et subvenez à vos besoins comme tout adulte responsable devrait le faire. Tu es ingrat, a pleuré ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ce que vous avez fait pour moi était votre choix en tant que parent, ai-je dit. Cela ne crée pas une dette éternelle où je dois vous soutenir pendant que vous ne faites rien et que vous me critiquez constamment. Cette dette, si elle a jamais existé, est maintenant payée en totalité. Daniel, s'il te plaît, mon père a changé de tactique, plaidant maintenant.
Ne fais pas ça. Pas devant la famille. Nous pouvons parler en privé. Non, ai-je dit fermement. Vous avez décidé de m'humilier devant la famille, donc la famille peut entendre ma réponse. Je ne suis plus votre source de revenus. Trouvez du travail. Vivez selon vos moyens. Assumez la responsabilité de vos propres vies. Et nous sommes censés vivre dans la rue, a demandé ma mère de façon dramatique. Vivez où vous pouvez vous le permettre avec votre propre argent, ai-je dit. Comme moi, comme tous ces adultes dans cette pièce. Il n'est pas de ma responsabilité de vous soutenir pour toujours. Mais nous n'avons pas d'argent, a crié mon père, admettant enfin la vérité devant tout le monde. Alors travaillez, ai-je dit avec une simplicité brutale. Vous avez 56 et 54 ans. Vous n'êtes pas si vieux. Des millions de personnes de cet âge travaillent. Vous le pouvez aussi. Mon oncle Ernesto, qui s'était moqué de moi plus tôt, avait maintenant la décence de paraître mal à l'aise. Daniel, tu es peut-être un peu dur, a-t-il essayé de médier. Dur? Je l'ai regardé. Mon oncle, j'ai payé plus de 230 000 $ en 8 ans pour soutenir mes parents pendant qu'ils ne travaillaient pas et qu'ils me critiquaient constamment. Est-ce que cela vous semble doux? Combien avez-vous dépensé pour soutenir des adultes capables qui refusent de travailler? Il n'a pas eu de réponse. Je me suis tourné vers mes parents une dernière fois. Cette conversation est terminée. Je ne vais plus discuter. Ma décision est finale. À partir d'aujourd'hui, vous payez vos propres factures. Et je suis sorti de la maison de Valeria, laissant toute la famille dans un silence stupéfait. Derrière moi, j'ai entendu ma mère pleurer et mon père essayer d'expliquer, de justifier, de faire du contrôle des dommages, mais ce n'était plus mon problème. Les jours suivants ont été un bombardement d'appels et de messages. Mon père a essayé de raisonner, puis de menacer, puis de supplier. Ma mère a alterné entre larmes et insultes. J'ai tout ignoré. Une semaine après l'incident, mon oncle Roberto m'a appelé. Daniel, tes parents sont désespérés, a-t-il dit. Ils n'ont pas d'argent pour le loyer de ce mois-ci. Ils vont être expulsés. Alors ils devraient chercher un travail ou un logement moins cher, ai-je dit sans émotion. Tu es si froid, m'a jugé mon oncle. Je suis réaliste, ai-je corrigé. Ils ont créé cette situation en ne travaillant pas pendant des années et en m'humiliant constamment. Maintenant, ils en subissent les conséquences. 3 semaines après que j'ai coupé le financement, j'ai reçu un message de ma cousine Valeria. Daniel, tes parents ont été expulsés, m'a-t-elle informé. Ils vivent dans leur voiture. Ta mère dit de l'appeler s'il te plaît. Je n'ai pas appelé. J'ai bloqué leurs 2 numéros après avoir reçu le 100e message implorant de l'aide. 1 mois plus tard, par l'intermédiaire de ma tante Rosa, qui me parlait encore, j'ai appris qu'ils avaient tous les deux trouvé du travail. Mon père travaillait comme emballeur dans un supermarché et gagnait le salaire minimum. Ma mère avait trouvé un emploi dans une blanchisserie. À eux deux, ils gagnaient assez pour louer une chambre dans une maison en colocation avec une salle de bain commune. Ils souffrent beaucoup, m'a dit ma tante d'un ton de reproche. Tu t'en fiches? Ils apprennent à se débrouiller seuls, ai-je répondu. Ce n'est pas de la souffrance. C'est de la croissance. Tu es très dur avec eux, a-t-elle insisté. Ils ont été durs avec moi pendant des années, ai-je dit. La différence, c'est que ma dureté s'accompagne de conséquences justes pour leurs actions. La leur venait sans autre raison que la cruauté gratuite. Les mois ont passé. Les appels ont fini par cesser. Les messages se sont arrêtés. Grâce à des commérages familiaux occasionnels, j'ai appris qu'ils travaillaient, vivaient modestement et s'adaptaient apparemment au fait de devoir subvenir à leurs besoins pour la première fois en 8 ans. 6 mois après l'incident à l'anniversaire de Valeria, j'ai reçu une lettre. Elle était de ma mère, écrite à la main sur du papier bon marché. Cher Daniel, commençait-elle. Ton père et moi voulons que tu saches que nous comprenons enfin. Nous comprenons que nous avons abusé de ta générosité pendant des années. Nous comprenons que nous t'avons traité injustement, en te critiquant pour des décisions personnelles qui ne nous regardaient pas alors que nous dépendions de toi financièrement. Nous comprenons que nous étions des hypocrites. Nous ne te demandons pas de nous pardonner pour l'instant parce que nous savons que nous ne le méritons pas. Nous voulons juste que tu saches que nous travaillons, que nous subvenons à nos besoins et que nous apprenons à vivre selon nos moyens. Et pour la première fois depuis des années, même si c'est dur, nous ressentons un sentiment de dignité en gagnant notre propre argent.
Peut-être qu'un jour nous pourrons à nouveau avoir une relation. Une relation basée sur le respect mutuel et non sur la dépendance. Mais si tu décides que tu ne veux pas de ça, nous comprendrons. Nous t'aimons même si nous ne l'avons pas bien montré. Maman et papa. J'ai lu la lettre 3 fois. J'ai senti quelque chose remuer dans ma poitrine, quelque chose qui était gelé depuis des mois. Ce n'était pas un pardon complet. Pas encore, mais c'était un début. Je n'ai pas répondu à la lettre immédiatement. J'avais besoin de temps pour digérer, mais je l'ai gardée dans un tiroir. Je ne l'ai pas jetée. Aujourd'hui, 1 an après cet anniversaire qui a tout changé, je vis paisiblement dans mon appartement. L'argent que je dépensais pour soutenir mes parents, je l'utilise maintenant pour moi. J'ai voyagé, j'ai investi, j'ai profité de ma vie sans le fardeau constant de soutenir 2 adultes qui refusent de travailler. Suis-je toujours célibataire? Oui. Est-ce que ça me dérange? Non. Je sors actuellement avec quelqu'un, mais sans précipitation, sans pression. Si ça marche, ça marche. Sinon, c'est bien aussi. Mes parents me manquent-ils? Parfois. L'idée d'avoir des parents qui me soutiendraient et m'aimeraient inconditionnellement me manque. Mais cette idée n'a jamais été réelle. C'était juste un fantasme. Est-ce que je regrette d'avoir coupé le financement si radicalement? Non. C'était la meilleure chose que j'aurais pu faire, à la fois pour moi et ironiquement pour eux. Maintenant, ils ont la dignité de subvenir à leurs besoins. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent survivre sans dépendre de leur fils. Peut-être qu'un jour nous reconstruirons une relation, mais elle sera différente, selon mes conditions, avec des limites claires et un respect mutuel. Ou peut-être que non. Et ce n'est pas grave non plus. Parce que j'ai appris quelque chose d'inestimable ce jour-là, à l'anniversaire de Valyria, quand j'ai finalement cessé de supporter silencieusement l'humiliation. J'ai appris que le respect de soi vaut plus que de maintenir la paix familiale. J'ai appris qu'élever un enfant ne crée pas une dette infinie qui doit être remboursée par des décennies de sacrifices financiers. J'ai appris que l'on peut aimer ses parents et avoir quand même besoin de prendre ses distances avec eux pour préserver sa propre santé mentale et financière. Et surtout, j'ai appris qu'être seul n'est pas une déception. La vraie déception, c'est de vivre sa vie en essayant de plaire à des gens qui ne seront jamais satisfaits, qui trouveront toujours quelque chose de nouveau à critiquer, peu importe combien vous vous sacrifiez pour eux. Je suis libre maintenant. Libre du fardeau financier de soutenir 2 adultes capables. Libre du fardeau émotionnel de leur critique constante. Libre du sentiment de devoir quelque chose pour avoir été élevé. Mon argent est à moi. Ma vie est à moi. Mes décisions sont à moi. Et si cela fait de moi une déception aux yeux de ceux qui m'ont critiqué tout en vivant de ma générosité, alors je suis parfaitement heureux d'être une déception. Parce que finalement, après 31 ans à chercher une approbation qui n'est jamais venue, j'ai appris à m'approuver moi-même. Et cette auto-approbation, cette paix intérieure, cette liberté de vivre selon mes propres termes sans porter le poids de soutenir ceux qui ne me respectent pas, vaut infiniment plus que n'importe quelle somme d'argent ou n'importe quelle illusion d'une famille parfaite. Mise à jour 1. 5 mois après avoir écrit mon histoire, mes parents m'ont recontacté. Cette fois, ils m'ont attendu à la sortie de mon travail et m'ont demandé pardon en personne. Ce n'était pas un message. Ce n'était pas un appel. Ce n'était pas une lettre. C'était en personne, debout sur le trottoir, nerveux, mal à l'aise et clairement épuisé par la vie qu'ils menaient depuis que j'avais cessé de tout financer pour eux. Les yeux de ma mère étaient rouges. Je ne sais pas si c'était à cause des pleurs ou de l'épuisement. Mon père avait l'air plus petit, moins arrogant, comme si les derniers mois lui avaient coupé le souffle qu'il avait en abondance lorsqu'il m'humiliait publiquement. Ils ont demandé à parler juste quelques minutes. J'ai accepté. Ce qui s'est passé ensuite, je ne m'y attendais pas. Il n'y a pas eu d'excuses, pas de justification, aucune des habituelles mais toi aussi, juste des excuses, de vraies excuses, sans fioritures, non manipulatrices, sans drame. Mon père a admis qu'il avait été cruel, injuste et arrogant. Il a dit que l'humiliation qu'il a subie devant la famille ce jour-là n'était rien comparé aux années où il m'avait humilié. Ma mère a avoué qu'elle n'avait jamais imaginé à quel point ces commentaires m'avaient blessé et à quel point ils avaient abusé de ma générosité. Ils ont tous deux reconnu que vivre avec le strict minimum, en ne dépendant que de leurs propres efforts, leur avait ouvert les yeux. Que jamais dans leur vie ils n'avaient mesuré à quel point il était difficile de couvrir les dépenses, de gérer un salaire et de vivre avec des limites. Ils ne m'ont pas demandé de leur redonner de l'argent,
ni de les soutenir à nouveau, ni de résoudre leurs problèmes. Ils ont seulement demandé une chance de reconstruire la relation, et moi, après des mois de distance, de réflexion et de tranquillité d'esprit, j'ai accepté, non pas pour eux, mais pour moi-même. Au cours des 5 mois suivants, nous avons fait des pas petits mais fermes. Nous nous voyons une fois toutes les 2 semaines, généralement pour un café ou un déjeuner dans un endroit simple. Nous ne parlons pas du passé, sauf s'ils l'abordent en premier. Et quand ils le font, c'est d'un point de vue de responsabilité, pas de victimisation. Et surtout, ils ne m'ont plus jamais demandé d'argent. Pas un seul centime. Je ne finance pas leur vie. Ils ne contrôlent pas la mienne. Et à partir de ce nouvel équilibre, c'est seulement maintenant que nous commençons à vraiment nous connaître. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.